Une maison, un matin, et la naissance d'un mythe Amityville n'est pas un nom né dans les archives du paranormal. C'est d'abord un nom gravé dans un fait divers d'une brutalité froide, datée, documentée. Le 13 novembre 1974, à Amityville, Long Island, New York, Ronald Butch DeFeo Jr., alors âgé d'environ 23 ans, tue 6 membres de sa famille dans leur maison. Cette réalité est le noyau dur de l'histoire. Tout le reste, les esprits, les possessions, les signes, c'est construit après, autour, au-dessus, parfois comme explication, parfois comme écran. Dans les récits publics, DeFeo change de version. Il aurait d'abord parlé d'un coup venu de l'extérieur, avant d'admettre sa responsabilité. Plus tard, un élément reviendra comme un refrain. Il aurait affirmé que des voix ou une présence dans la maison, elle, aurait pan et or et poussé à agir. C'est déjà la première intersection entre crime et métaphysique, mais une intersection dangereuse, parce qu'elle peut servir à expliquer, à excuser, à détourner ou à vendre. La justice, elle, doit choisir une histoire qui tienne debout. DeFeo est reconnu coupable de 6 meurtres au second degré et condamné à une peine de 25 ans à perpétuité par chef. Ce verdict fixe une frontière. La responsabilité criminelle ne disparaît pas derrière un brouillard de voix. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est précisément ce brouillard qui va prospérer. 1 an plus tard, la maison accueille une autre famille, George et Cathy Lutz et leurs enfants. Il n'y reste qu'environ 28 jours selon leurs récits devenus célèbres et affirment avoir vécu une série de phénomènes paranormaux. Est ici que naît la bifurcation. Amityville devient simultanément une affaire de meurtre, solide, judiciaire, et une affaire de hantise, narrative, contestée. Le livre des Amityville Horror, basé sur des enregistrements des Lutz transmis à l'auteur Jay Hanson, transforme ces affirmations en best-seller, et l'industrie culturelle fait le reste. La maison, elle, devient un symbole, pas seulement d'un crime, mais d'une question fascinante et malsaine. Que préférons-nous croire? Un meurtre familial avec ses causes humaines, drogue, conflit, psychologie, ou une histoire d'esprit qui donne une forme cosmique à l'horreur? Ce documentaire choisit une voie plus froide. Partir du réel, distinguer les couches, regarder comment un fait criminel se métamorphose en mythe, puis en marché. Parce que la vraie terreur d'Amityville n'est peut-être pas surnaturelle. Elle est humaine. La capacité ayant une histoire à recouvrir l'autre jusqu'à inverser. Ordre des priorités. Oublier les victimes pour se souvenir de la maison. Le dossier de Féo, enquête, contradiction et la tentation de la folie. Si l'on veut comprendre Amityville sans se perdre, il faut revenir au premier dossier. Celui d'un jeune homme, d'une famille, d'une nuit. DeFeo est arrêté, interrogé, et son récit se fragmente. La presse et les synthèses modernes rappellent qu'il a modifié son histoire à plusieurs reprises, ce qui est un marqueur classique. Quand un suspect oscille, ce n'est pas forcément mystique, c'est souvent stratégique, émotionnel ou confus. L'idée des voix apparaît comme une explication possible, mais elle sert aussi à installer une ambiguïté. Psychose ou mensonge? D'un point de vue clinique, entendre des voix peut correspondre à plusieurs réalités, troubles psychotiques, intoxication, épisodes dissociatifs, mise en scène. Le problème, c'est que la culture populaire adore cette ambiguïté, parce qu'elle fait film. La justice, elle, cherche une chose beaucoup plus banale. Des éléments cohérents, une responsabilité, un acte. Les sources grand public résument le cœur du crime. DeFeo tue sa famille au domicile, puis tente de construire un récit alternatif. Les détails exacts, timeline minute par minute, trajectoire balistique, scène, appartiennent aux dossiers et aux livres spécialisés. Mais l'essentiel, lui, est confirmé. Une série de morts, un auteur condamné, une peine lourde. Il existe aussi une dérive fréquente, faire du meurtrier le personnage principal. Amityville y pousse particulièrement, car la ligne Les Voix dans la maison est devenue une passerelle parfaite vers le paranormal. Pourtant, même dans les récits qui la mentionnent, rien ne prouve une causalité surnaturelle. Au contraire, elle-ci énonçait « La maison aime » a dit de le faire
fonctionne surtout comme une déresponsabilisation narrative, que celle soit consciente ou non. Sur le plan psychologique, un point est central. Les crimes familiaux extrêmes n'escampent souvent, dès sotrologie, un mélange de facteurs très terrestres, contrôle, ressentiment, dépendance, conflit, perception de menace, désir de fuite. Les sources populaires évoquent des hypothèses de mobile, financier, rancœur, tension, tout en reconnaissant que le mobile reste débattu. Et ceci est exactement là que la hantise devient séduisante pour le public. Elle remplace la complexité par une cause unique. Mais la complexité est précisément ce qu'il faut préserver. Parce que si l'on transforme un meurtre familial en conte de démons, on efface la prévention. On apprend au public à avoir peur des murs plutôt que des dynamiques humaines. La violence emprise la violence, l'isolement, la détérioration psychique, les signaux ignorés. Ce chapitre n'offre pas une solution magique, il offre une discipline. DeFeo a été condamné, et il est en détention en 2021. Le dossier criminel, lui, est clair dans son verdict. Le flou, les voix, appartient aux marges, là où naissent les histoires qui se vendent. Les Lutz, 28 jours, une narration et l'industrie de la peur. Le deuxième acte d'Amityville commence quand les Lutz s'installent dans la maison. Leur récit, une montée progressive de phénomènes terrifiants, une escalade, puis la fuite. Ce récit devient la base du livre de Jay Hanson, construit à partir d'heures d'enregistrement fournies par les Lutz. C'est important. Nous ne sommes pas dans une enquête criminelle classique, mais dans une histoire racontée. Et l'histoire racontée a des règles différentes de l'échelle de la preuve. Plusieurs points, souvent oubliés, méritent attention. Le paranormal des Amityville est contesté. Des habitants ultérieurs en haine n'ont pas rapporté de phénomènes comparables, et les sceptiques soulignent l'absence de preuves solides. Le livre devient un phénomène culturel massif, et avec lui apparaissent des intérêts économiques. Droit, film, franchise, médiatisation. Le cœur du débauché team, pourtant, n'est pas les esprits existent-ils. Le cœur du débat est comment une histoire se stabilise-t-elle comme vérité sociale? Les Lutz racontent, un éditeur organise, un auteur dramatise, un public consomme, des films amplifient, et l'affaire se fossilise en hantise iconique. Et puis, il y a la fracture la plus corrosive, l'accusation de canular. Un élément souvent cité vient d'un conflit judiciaire et médiatique. Le défenseur de DeFeo, William Weber, a affirmé que l'histoire aurait été inventée lors d'échanges avec les Lutz et la plainte des Lutz a été rejetée par un juge, d'après les synthèses disponibles. Ce n'est pas en soi une preuve scientifique que tout est faux, mais est un indicateur majeur. La histoire a existé dans un environnement où la vérité, la stratégie juridique et l'argent se mélangeaient. À ce stade, Amityville devient un test de psychologie collective. Le public veut une narration qui donne sens au mal. La maison était maudite. C'est plus confortable que un homme a tué sa famille et la société a ensuite monétisé le traumatisme. La question du titre, mensonge, esprit ou psychose, prend une forme plus précise. Mensonge, la possibilité d'une fabrication partielle ou totale, nourrie par des intérêts. Esprit, une croyance entretenue par des récits et des interprétations sans preuve robuste. Psychose, la revendication de voix côté DeFeo qui peut être symptomatique, opportuniste ou les deux. Ce chapitre ne tranche pas en slogan. Il montre plutôt comment Amityville est devenue une machine narrative. Dès que le paranormal entre dans leur histoire, la preuve recule et la croyance avance. Et une croyance qui fait vendre devient étonnamment résistante à la contradiction. Preuve et illusion. Enquêteurs paranormaux, sceptiques et l'absence qui parle. Il y a une autre raison pour laquelle Amityville persiste. La bataille entre enquêteurs du paranormal et sceptiques. Les récits modernes rappellent que certains enquêteurs célèbres ont affirmé que la maison était hantée, tandis que d'autres observateurs, enquêteurs sceptiques, journalistes, ont contesté et souligné le manque d'éléments vérifiables. Mais ici, un point méthodologique s'impose. Beaucoup d'enquêtes paranormales produisent surtout des interprétations, pas des preuves. Une température qui baisse, une sensation, un bruit.
Ce sont des expériences humaines, pas des démonstrations. Et l'être humain, face à une maison associée à un massacre, est psychologiquement préparé à percevoir le moindre inconfort comme signe. Le phénomène Amityville ressemble, sous un angle scientifique, à une spirale. Un lieu traumatique devient symbolique. Le symbole augmente l'attente. L'attente augmente la perception de signes. Les signes renforcent le symbole. C'est un cercle parfait pour la mythologie. Et c'est aussi un cercle qui protège le récit. Plus on conteste, plus le récit se renforce, car la contestation devient preuve un complot ou un refus d'y croire. Dans ce cadre, la question psychose revient autrement. Non plus seulement chez Defeo, mais dans l'écosystème social. Non, pas une psychose clinique, plutôt une psychose douce de l'imaginaire collectif, quand une communauté médiatique préfère une explication surnaturelle à une vérité criminelle. Les sources grand public insistent sur le fait que aucune preuve de paranormal a été établie de manière solide et que le débat reste non tranché en termes de preuves, même si la légende continue. Est exactement ce qui rend Amityville immortel. L'absence de preuves définitives empêche la fermeture. Tant que ce n'est ni confirmé, ni réfuté de façon absolue, l'histoire continue de se vendre. Et l'industrie culturelle entretient ce flottement. Droits d'adaptation, franchises, litiges sur le copyright, conflits sur l'utilisation d'images et de marques. Amityville est aussi un objet juridique, pas seulement un récit. Ce chapitre pose donc une thèse inconfortable. Le paranormal des Amityville N est peut-être pas une question de carque-esprit, mais une question de marché. Une maison privée, un crime réel et une histoire dont la valeur augmente à mesure qu'elle reste ambiguë. La vraie histoire? Pourquoi nous voulons y croire et ce que cela nous évite? Pourquoi Amityville a-t-il un pouvoir que d'autres affaires n'ont pas? Parce qu'il mélange 3 ingrédients rares. Un crime familial, réel, net, confirmé par la justice. Une suite paranormale, immédiatement exploitable. Un conflit public sur la vérité, canular ou pas, qui maintient l'affaire vivante. Psychologiquement, Amityville offre une sortie de secours moral. Si la maison est coupable, alors le monde est plus simple. Le mal devient localisé. Une adresse, une façade, un objet. Or le mal réel est plus diffus. Il naît dans des relations, dans des dépendances, dans des conflits, dans des personnalités qui se dégradent et dans des signaux que personne ne veut voir. On peut aussi lire la hantise comme un mécanisme social de deuil détourné. Un massacre familial laisse une question insupportable. Comment une cellule intime peut-elle se transformer en scène de mort? Le paranormal permet une forme de récit où l'horreur vient d'ailleurs, pas de l'intérieur de la famille. C'est moins effrayant, paradoxalement, que d'accepter que le danger peut être domestique. Le cas illustre aussi la manière dont la culture du true crime peut dériver. Quand attention se déplace des victimes vers le décor. Le décor est photogénique, le décor est brandable, le décor est filmable. Les victimes, elles, ne rapportent rien à l'industrie sauf de la gravité, et la gravité vend moins bien que le frisson. Même elle, adresse, est devenue une partie du mythe. Des sources récentes rappellent que la maison a été modifiée et que l'adresse a été changée au fil du temps. Elle est parfois référencée différemment dans les médias. Ce détail compte. Il montre que la réalité matérielle d'un lieu continue, tandis que le récit, lui, se rigidifie. Dans cette perspective, la vraie histoire des Amityville N est pas un démon, ni un canular, seulement. Est une histoire sur notre besoin de narration, le besoin un coupable plus grand que nature, le besoin d'une explication qui fait frissonner, plutôt que réfléchir le besoin d'un mystère qui évite la banalité tragique du réel. Conclusion. La vérité la plus dure est souvent la plus simple. Amityville restera probablement un mythe populaire, parce qu'il est trop utile au divertissement pour mourir. Mais si l'on veut traiter l'affaire comme un documentaire sérieux, alors la hiérarchie doit être claire. Les meurtres d'abord, un fils condamné pour avoir tué sa famille. Le récit ensuite, une histoire de hantise,
devenue marque mondiale. La controverse enfin, accusation de canular, litige, scepticisme, absence de preuves scientifiques décisives. La question mensonge, esprit ou psychose est une fausse trinité si on la prend comme choix exclusif. La réponse la plus honnête est un crime réel, entouré de récits où se mêlent intérêt, croyances, perception et opportunisme, et une revendication de voix qui peut relever de la psychopathologie, de la stratégie ou d'un mélange instable. Clôture forte. Le vrai piège d'Amityville n'est pas dans les couloirs d'une maison, il est dans notre regard. Quand nous préférons une explication surnaturelle, nous déplaçons l'horreur vers un décor, et nous la retirons des mains humaines où elle naît réellement. Les esprits d'Amityville, au fond, pourraient être que une métaphore. Celle d'une société qui transforme le traumatisme en spectacle, puis appelle ce spectacle mystère. Et tant que le mystère reste rentable, la vérité, silencieuse, judiciaire, tragiquement humaine, restera la chose la plus hantée de toutes.